Alors, bonjour tout le monde.
All right, I think our 5 minutes is up. I would say that we should use the chat box to introduce ourselves. So please indicate your name, your organization, and where you are joining us from. So which country specifically are you joining us from? Once again, my name is Cynthia and I'll be your moderator for today's event. So I'm also supposed to be the one giving you the opening remarks. And so I guess I would have to dive in right into the discussion. So thank you all for joining. Today's presentation, the theme for today's presentation is understanding the concept of open government partnership and its open parliament components. And this is the second training in a series of trainings that PN Africa would be organizing in the course of this year. At the end of today's training, we would appreciate, or participants, all of us would appreciate how the OGP works, how a country can join the OGP, the roles parliaments play in advancing open government, among others. And the aim of these trainings that we are organizing is to build the capacity of network members on promoting open parliament. It is also a platform for networks to share experiences and best practices towards promoting parliamentary openness in our national parliaments, as well as in the ECOWAS parliaments and the Pan-African Parliament. During the course of this presentation, members are encouraged to introduce themselves using the chat box as I had indicated earlier. And if you have any questions, kindly jot them down. There'll be an opportunity given so that after the presentation is done, you can ask your questions. If you want to tweet anything in relation to this program, please tag us, that is at PN Africa Watch. You can also watch this live on Facebook, as you can see the button, the Facebook Live button indicated on the bottom up of your screen. Also, if you are tagging us or you are posting relating to this event, use the hashtags Open Parliament, hashtag Open Parliament, or hashtag Open West Africa. And I thank you again on behalf of Parliamentary Network Africa for joining this event. Thank you very much, and I hope you enjoy this presentation. Thank you. Okay, we would be sort of interchanging we'll be switching from French to English sometimes. And so we have the interpretation button at the bottom of the screen. So you choose it when we alternate the language. So I'm sorry I hadn't indicated earlier to our participants that we have the interpretation for French. I don't know if I can do that since this has been done. If not, I would have to probably also do this opening remarks in French. All right, I think we can just dive into the discussion. So I welcome our presenter, our speaker for today, Mr. Tariq, who is our main facilitator for today's event. Please let's give him that attention as he presents on the theme. Thank you very much. Hello, everybody. Thank you, Cynthia. Thank you. So I will be speaking in French and having my slides in English. So just make sure that you are tuned into the translation if you don't speak French. Thank you.
One second, I'm sharing my slides. Je vais parler en français et la présentation est en anglais. Comme ça, on a cette complémentarité entre les deux langues. J'aimerais que cette présentation soit un peu interactive. Puisque le groupe, on a une trentaine de personnes, je vous invite à partager vos commentaires, vos réactions, et je vais les arrêter au fur et à mesure s'il y a des questions ou des réactions. Alors, la présentation aujourd'hui, c'est sur l'engagement parlementaire dans le chantier du gouvernement ouvert. Je vais commencer avec une petite introduction sur l'OGP, le partenariat pour le gouvernement ouvert, et après, on discutera en profondeur un peu quel rôle peut jouer le Parlement dans ce chantier. Alors, j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont déjà un peu experts dans l'OGP et le gouvernement ouvert, mais j'aimerais toutefois faire une petite présentation. Alors, le concept ou l'organisation de l'OGP, OGP c'est Open Government Partnership, le partenariat pour le gouvernement ouvert, a été lancé lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2011. À l'époque, c'était un débat ou une réflexion sur la crise de la démocratie représentative et l'idée qu'on a besoin aujourd'hui d'être plus proche du citoyen. On a besoin de renforcer la démocratie par le concept de la démocratie participative. Et là, lors de cette assemblée, 8 pays, 8 gouvernements et 8 associations de la société civile se sont mis d'accord à lancer ce partenariat, cette organisation multilatérale, avec l'idée que les gouvernements travaillent main dans la main avec la société civile pour mettre en place des plans d'action d'ouverture, ça veut dire des plans d'action pour la promotion de la transparence et de la participation citoyenne. Et là, un peu ce travail de partenariat entre les gouvernements de la société civile et de bout en bout dans la phase de la création de ces plans d'action. Et là, on parle du concept de la co-création, la phase de l'implémentation, la mise en œuvre de ces plans d'action, et un peu ce concept de la co-implémentation, mais aussi la phase d'évaluation de ces plans d'action où la société civile joue le rôle et dans le design des plans d'action, l'implémentation des plans d'action, mais aussi dans l'évaluation de ces plans d'action. Alors, ce partenariat est lancé avec 8 pays. Aujourd'hui, avec l'idée un peu les principes du gouvernement ouvert, c'est un peu la transparence, la promotion de la transparence, parce qu'on peut, pour vraiment avoir un acteur de la société civile qui joue un peu, qui est un vrai partenaire, il doit avoir accès à toutes les informations pour prendre la bonne décision et faire la bonne évaluation. Le principe de accountability, de la redevabilité, où on a besoin que le gouvernement soit redevable, où il un peu respecte les engagements qu'il a pris. Le concept et là mettre en place des mécanismes et des cadres de redevabilité. Le concept de la participation citoyenne, où on a besoin des canaux institutionnels de travail avec la société, avec le gouvernement, renforcer un peu cet espace de participation. Et un peu le quatrième pilier du gouvernement ouvert, c'est la digitalisation comme un effet accélérateur, un levier de ces principes-là. Et là, aujourd'hui, en 2013, un peu ce partenariat s'est élargi partout dans le monde. On a 77 pays, mais aussi on parle des gouvernements locaux, parce que ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement qu'on veut avoir cette ouverture, mais aussi au niveau des gouvernements locaux, collectivités territoriales, etc. Alors, au niveau de notre continent, aujourd'hui, il y a 14 membres de l'OGP. Il y a dans la région un peu francophone, il y a 4 pays, c'est le Sénégal, ou 5, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Maroc, Tunisie, mais aussi en fait la cartographie est plus large, tout en sachant que si on compare avec le reste du monde, il y a un retard à faire si on compare avec un peu la carte internationale. Vous voyez bien que l'Afrique est en retard en comparaison avec l'Europe et l'Amérique et l'Amérique latine. Il y a aussi toute une dynamique des gouvernements locaux qui sont en train de mettre en place des plans d'action d'ouverture dans tous ces pays, tout en sachant qu'il y a d'autres pays qui sont membres de l'OGP, mais on attend qu'il un peu crée cette dynamique au niveau local.
Et là, je donne l'exemple du Sénégal ou du Côte d'Ivoire, où il y a une bonne dynamique du gouvernement local au niveau du gouvernement, mais on doit toujours lancer la dynamique au niveau local. Alors, pour les pays qui ne sont pas membres, aujourd'hui, pour rejoindre l'OGP, il y a des critères d'éligibilité qui sont 4 critères, la transparence budgétaire, l'accès à l'information, la déclaration de patrimoine et la liberté civique. Tout avec une autre un peu appréciation qui s'appelle la value checks, l'évaluation des valeurs de la démocratie. Cette évaluation est faite de manière annuelle pour voir si les pays, un peu les nouveaux pays qui veulent adhérer respectent ces standards avant d'y adhérer. Il y a un besoin de respecter 55% de ces critères et respecter ces valeurs de la démocratie. Je donne un exemple. Par exemple, le cas de la Gambie, c'est un pays où le gouvernement a déjà exprimé son intérêt à rejoindre l'OGP, mais il n'est pas aujourd'hui membre. Alors, quand on fait une évaluation, on trouve qu'au niveau de la transparence budgétaire, il a 2 points sur 4 parce que le rapport du budget, il est publié, mais le rapport d'audit du budget n'est pas encore publié. Et là, il y a une évaluation un peu quantitative de 2 points. Sur un peu l'indicateur de l'accès à l'information, il y a un peu quelques pratiques de publication des données, mais il n'y a pas de loi aujourd'hui adoptée sur le droit d'accès à l'information. Et là, ils ont 1 point sur 4. Sur un peu l'indicateur de la déclaration de patrimoine, il y a une loi adoptée sur la déclaration de patrimoine, mais un peu les données sur la déclaration ne sont pas publiques, alors ce sont 2 points. Et sur les libertés civiques, sont 2 points sur 4. Aujourd'hui, la Gambie, ils sont 7 points sur 16 et ils sont en train d'adopter la loi d'accès à l'information qu'ils arriveraient à 10, mais l'idée d'arriver à 12 points pour y arriver. Je m'arrête juste là s'il y a des questions avant de rentrer de plus de détails. If there are any questions, you may please ask before we even continue. But for English participants, please click the bottom of your screen and choose interpretation, and then you can join this conversation using that button. Are there any questions? I don't see any hands up. Okay, should I continue? So it goes. But if you have any questions, you can drop them in the chat box. We'll read them at the end of this presentation. J'ai une question. J'ai une question. D'accord. Ouais. Je peux? Oui, vous pouvez. Bonjour tout le monde. Je suis Yo Fanyariga, coordinateur national de l'EGPAD Côte d'Ivoire, qui est une organisation de jeunes qui travaille donc sur les questions de consolidation de la paix. Et donc, le but, c'est de faire des artisans de paix et des acteurs de développement. Je vous ai pris en cours, mais je voulais savoir, relativement à la déclaration de patrimoine, ça se fait aussi dans notre pays, mais ça a plein de limites et moi j'ai d'énormes doutes sur cette déclaration du patrimoine. Donc je voulais savoir, en ce qui concerne par exemple le cas de la Gambie, est-ce que la déclaration du patrimoine se fait de façon publique? Je veux dire, est-ce que lorsqu'un élu déclare son patrimoine, cela est rendu public pour que les médias et la société civile sachent son patrimoine au moment qu'il rentre en fonction, et que lorsqu'il il aura terminé sa mission et déclaré donc son patrimoine à la fin de sa mission, est-ce que cela est encore rendu public de telle sorte que les médias et les ONG puissent évaluer son patrimoine qu'il avait lorsqu'il est rentré en fonction et son patrimoine qu'il a à la fin, s'il y a un énorme gap, quelqu'un qui est rentré avec un patrimoine de quelques millions de francs CFA et qu'il en sort avec des milliards et des milliards de francs CFA, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Est-ce que cela est fait de façon publique, permettant donc aux ONG et aux médias de pouvoir en faire un suivi citoyen?
Voilà, parce que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. La loi dit que la déclaration de patrimoine a un caractère de secret. Donc, ce qui fait que les élus vont déclarer le patrimoine, les ONG, les médias et les populations ne savent pas ce qu'ils sont déclarés. Pour rentrer, à la fin, ils déclarent, personne ne sait. Donc, puisque nous, on ne sait pas, comment on va contrôler quelque chose qu'on ne sait pas? Et donc, finalement, si ça reste dans le secret, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, je voulais savoir si le cas de la Gambie était un cas plus édifiant, plus probant, et si vous pouvez nous partager des éléments et qui pourraient nous permettre donc ici de faire le plaidoyer pour qu'on lève le secret sur la déclaration du patrimoine en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, merci pour la question. En fait, un peu l'objectif suprême, c'est exactement ça, c'est rendre un peu la déclaration publique. Et c'est le cas où les pays, 4 points sur 4. Okay, I found this on the web for Olivia is on Cats Point Your Kids. Le cas de la Gambie, comme le cas de la Côte d'Ivoire, et même je crois que tous les pays de la francophonie, aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui, sauf s'il y a une erreur, qui publie un peu qui font une publication des déclarations de patrimoine. Alors là, pour l'évaluation aujourd'hui, ce qu'on cherche, l'évaluation, c'est s'il y a une loi pour la déclaration de patrimoine, par exemple, dans la Côte d'Ivoire ou même la Gambie, s'il y a une loi où la publication est faite à la Cour des comptes ou à une organisation d'audit, ce sont 2 points. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a même pas aucune déclaration, c'est 0 point. Si la déclaration est publique pour la société civile et la presse, là, il y a 4 points sur 4. Si vous êtes intéressé, après la réunion, je peux partager quelques exemples des pays où il y a la déclaration est publique de façon pour renforcer la redevabilité et la transparence. Oui, ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse beaucoup. On it. Allô? Oui, je disais, ça m'intéresse bien. Donc, après la réunion, si vous pouvez partager ça avec moi, ça me ferait du bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Oui. Oui. Il y a une question? Ah oui. Allô? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Tariq. Bonjour. Je disais, en fait, par rapport à la déclaration du bien, moi, je prends par exemple le patrimoine au niveau de notre pays, le Niger. Aujourd'hui, c'est obligatoire de rendre le rapport public, le rapport de la Cour des comptes. Parce que au début, quand on prend, il y avait une loi de 2010 qui institutionnalise la création de la Cour des comptes. Mais après des années, jusqu'à 10 ans, il ne publie pas, il ne rend pas ça public. Mais à partir de 2020, il y avait une loi rectificative pour que ce rapport soit rendu publiquement. Et non seulement sur le site, mais aussi avant d'envoyer ça sur le site, la Cour suprême invite les organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la gouvernance et aussi les journalistes pour présenter la synthèse du rapport. Et après cela, ils publient ça sur leur site web. Merci pour le partage. Vu l'intérêt sur ce sujet, je vais partager un peu les documentations et des cas pratiques, un peu des bonnes pratiques d'autres pays pour les partager avec vous, pour enrichir un peu cette réflexion. Alors, si on continue, en fait, comment l'OGP fonctionne aujourd'hui? Alors, l'idée de l'OGP, c'est qu'il y a un premier point où un peu le pays, le gouvernement, rejoint cette organisation multilatérale sur la base des critères d'éligibilité. Et là, on commence tout un processus de planification des plans d'action. On fait un plan d'action concret, co-créé avec la société civile. Sur la base de ce plan d'action, on passe à une deuxième phase d'implémentation. Et l'idée d'avoir d'implémentation des réformes un peu ambitieuses, des réformes qui ont un peu un impact sur la promotion de la transparence, la redevabilité et la participation. Et en troisième phase, on fait de l'évaluation et amélioration de tout le processus. L'idée, c'est de faire un travail cyclique et avoir une évolution un peu positive, rapide,
Et là, il y a un peu de tous les pays de la région, ils font des plans d'action de 2 ans, avec l'idée que chaque 2 ans, on renforce et améliore le processus. Ce processus, un peu l'objectif, c'est un peu engager la société de façon plus inclusive, renforcer le portage des acteurs politiques et avoir des réformes sur ces chantiers-là. Alors, si on fait une lecture un peu macro de l'OGP aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a plus de 5000 engagements. Et quand on dit engagements, ce sont des projets concrets dans des plans d'action des différents pays. Il y a plus de 3000 organisations de société civile qui sont engagées, plus de 150 plans d'action, et il y a tout un mécanisme d'évaluation indépendante qu'on appelle l'IRM, un peu l'évaluation indépendante de ces projets. Et là, on laisse un peu les thématiques, elles sont adaptées en texte. Oui. Mr. Tariq, just a minute. Can you please speak slowly for those who are interpreting? It is quite fast for them. So if you can speak a little slower. Thank you. D'accord. OK. Je vais parler doucement et je m'excuse pour les francophones. Et là, on trouve une grande diversité des thématiques dans les plans d'action et des engagements des différents pays. Et là, parce que c'est adapté au contexte et besoins et priorités de chaque pays. Mais un peu les thématiques qui sont populaires à l'échelle internationale, c'est un peu la question de l'espace civique, la question de la qualité des services publics, la transparence du budget, l'accès à l'information, les contrats ouverts, la transparence de l'industrie extractive, la relation entre l'argent et la politique, la promotion de la justice ouverte et aussi la question du digital et surtout la gouvernance du digital. Et là, je partage juste un exemple du Maroc où un peu, il y avait une première phase de ce qu'on appelle une co-création, où le gouvernement a lancé un processus de consultation dans différentes régions du Maroc pour un peu collecter les idées, les propositions de la société civile. Il a créé un espace en ligne pour un peu inclure d'autres voix et d'autres propositions qui n'ont pas participé aux consultations. Il a travaillé avec la société civile pour l'analyse, la co-analyse de ces propositions, mettre en place les priorités et là un peu se mettre d'accord sur un peu les propositions, les projets qui sont intégrés dans le plan d'action d'ouverture. Après cette phase de co-création avec la société civile, il y avait une deuxième phase d'implémentation de 2 ans. Et là, il y avait des projets concrets sur des thématiques au Maroc, c'était l'accès à l'information, la participation citoyenne et la transparence budgétaire. Et il y avait toutefois un forum, un comité un peu de suivi et de pilotage qui intégrait et des membres de la société civile, mais aussi des membres de l'administration. Et là, c'est une condition un peu de la gouvernance de l'OGP dans chaque pays, c'est avoir un forum multi-acteurs équilibré, mixte, et de l'administration et de la société civile, qui un peu mène le suivi de tout ce processus-là. Et à la fin, un peu la troisième phase, c'est l'évaluation, où il y a un peu une équipe indépendante qui fait l'évaluation de tout ce chantier sur la qualité des projets et des engagements, les ambitions un peu des résultats qu'on peut mener, et même s'il y a des résultats à évaluer de tous ces projets. Il y a aussi un peu les pays et les gouvernements et la société civile mènent un peu une auto-évaluation de ce travail pour améliorer ce processus. Je m'arrête là. S'il y a des questions ou il y a un problème d'interprétation. Sinon, je continue. Alors là, je voulais partager quelques exemples de thématiques que l'OGP qui sont discutées dans ce chantier ou dans cet espace. Alors, par exemple, lors de la crise du Covid, il y avait toute une dynamique. Est-ce que le problème de son est de mon côté ou de votre côté?
Quand je lis les commentaires, il y a un problème de son. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Asma Sabri, c'est bon? Bonjour, pour le français, c'est bon, peut-être les personnes qui utilisent la traduction, l'interprétation. D'accord. Mm. Est-ce que c'est plus facile de le dire et en français et en anglais? Est-ce qu'il y a un problème avec l'anglais? Il y a un problème with English. En français, quand on essaie de traduire en anglais, on n'entend plus rien ce que dit le consultant. Donc, il faudrait qu'on essaie de régler le son pour que au moins nous qui suivons en français, nous puissions comprendre ce que le consultant dit. D'accord. So for English speakers, okay, Modester, est-ce que je continue en français? Should I continue in French? Should I do both? I will email I will share the slides for sure. But I also want basically, everybody to interact on this. Moi, je pense que, comme la présentation en anglais, vous pouvez faire au moins expliquer en français comme vous maîtrisez les deux langues. Comme ça. OK. D'accord. Je continue en français et je vais lire rapidement l'anglais, comme ça, s'il y a des questions en anglais. And feel free to ask questions in English. Alors, je partageais quelques exemples un peu de thématiques adoptées dans les chantiers de l'OGP. Alors, lors de la crise Covid, il y avait toute une réflexion sur comment avoir une réaction ouverte à la crise du Covid, comment assurer un peu la publication proactive de l'information, comment assurer la qualité et la précision de l'information qui a été publiée. Il y a un peu toute la discussion sur les espaces médicaux et de protection. Il faut assurer l'inclusion pour tous les citoyens. Il faut assurer une qualité de redevabilité et de contrôle. Comment assurer un peu… On n'entend que la traduction en anglais. Même la présentation en français, même on n'entend plus rien. Excusez-moi, il y a… Voilà. Oui, maman chérie. Est-ce que je continue en français? Est-ce que vous pouvez mélanger les deux langues? Ok, je vais mélanger les deux langues. But I will go quick if you don't mind. So, okay. Yeah, so I'll be speaking quickly, both in French and English. I was sharing basically in COVID situation, government was playing an important role of basically setting the standards of open response and open recovery. And that was examples like proactive publication of information, a publication of accurate information, making sure there is a system for inclusion oversight of safety net, transparency of procurement of medical supplies, for example, and other examples that you can read here, like the citizen engagement on economic stimulus packages, health systems, the aid flows, basically all the financial flows, that's what's happening. Je vous partageais quelques exemples, par exemple, sur la transparence lors du Covid, les stimulus économiques, les systèmes de santé, comment les renforcer, le flux financier d'aide et budgétaire, comment avoir plus de transparence. Tout ça, c'était des exemples où l'OGP à l'époque a été utilisé lors du Covid. Another example of basically that was used on OGP space is anti-corruption, which is like one of the biggest items discussed on OGP space. And examples are beneficial ownership, on how to have transparency on beneficial ownership. And I know like Nigeria this week or last week made a big announcement on beneficial ownership that sets the standards high for the region. Open contracting, how to have like the contracting process transparent from end to end.
Une autre thématique qui est débattue dans l'espace de l'OGP, c'est l'anticorruption, la lutte contre la corruption. Et là, l'exemple qu'on a malheureusement, qu'on n'a pas vraiment avancé dans la région francophone, c'est la transparence des propriétaires réels. On peut comment savoir qui sont les propriétaires des grandes entreprises et les grands décideurs. Et une autre thématique, c'est le contrat ouvert, comment avoir plus de transparence du flux des contrats de bout en bout. Un autre exemple, c'est l'espace civique. Comment mieux défendre les journalistes, les activistes, la liberté des associations, d'assembler, l'accès à l'information, la lutte contre les fake news, l'accès aux espaces digitaux. So another space that is discussed in this space is civic space. That is still a challenge in the region, related to how we defend better activists and journalists, how we promote freedom of assembly, of association, how we fight against fake news and protect digital spaces. Then there are like the classical issues of public services that are very kind of very popular in Africa, related to transparency and citizen engagement in education, health, water and sanitation. Et là, un peu la question de la qualité de service public qui reste une thématique un peu très sollicitée dans le continent africain, liée un peu à des sujets comme l'éducation et la transparence et la participation citoyenne sur l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, etc. Je m'arrête là. S'il y a des questions sur l'OGP en général, avant de rentrer sur la discussion du rôle du Parlement. So I'll stop here if there are questions about OGP in general before we discuss Parliament's engagement. If you have any question, please raise your hands and then we'll call you. Si vous avez des questions, il faut lever votre main et on va vous appeler. Okay, I do not see any hands up. Let's go for Parliament. So I think this is the most interesting part. On va partir au Parlement parce que je crois que c'est la partie qui est la plus intéressante aujourd'hui. En fait, il y a ce concept qui est le Parlement ouvert et la promotion de la transparence, la participation, la redevabilité dans tout le processus parlementaire et un peu comment assurer que le Parlement devient un peu un acteur d'ouverture. These concepts of open parliament, which is related to ensuring transparency, participation, accountability in the whole parliamentary processes, and how to make basically a parliament an actor of the openness process. And here, I mean, we just need to stop and say that the parliament is kind of the pillar of the open government philosophy. Because, I mean, all the decisions and all the impacts we're looking for has to go through the parliament. On doit déjà aujourd'hui s'arrêter et dire que l'institution du Parlement est un pilier fondamental de la philosophie du gouvernement ouvert. Parce que toute action qu'on veut un peu pousser doit passer par l'acteur parlementaire. Et là, je partage quelques exemples de l'Arménie ou de Zimbabwe ou de Ghana, mais là, on va partager plus de détails. Alors aujourd'hui, quand on parle du Parlement, on parle de 4 différentes actions. On parle de l'action législative, on parle de l'action du contrôle et du suivi parlementaire, on parle du concept que le Parlement en tant qu'institution doit être plus ouvert, on parle de Parlement qui crée des espaces de dialogue. So when we talk about open parliament, we really talking about like 4 different actions. First one is related to the legislative action, how to make it open. Second one is related to about the oversight role of the parliament. And the third one is about opening up the parliament itself and its processes. And the fourth one is related to the parliament's creating spaces for dialogue. So when we talk about legislative action, when we basically trace the history of OGP for the last 10 years, we found that 10 or 15%
of the OGP projects or commitments require legislative action for implementation. And basically, the parliaments can really help advance the ambition and the results by taking the right action. And here I share examples of Nigeria, which has done great work on beneficial ownership. Other countries like Kenya, Sri Lanka, or Paraguay that have used basically OGP to push the agenda of right to information. Alors, quand on parle de l'action législative, quand on analyse un peu l'historique des projets ou des engagements de l'OGP, on trouve que 10 à 15% des projets, des engagements de l'OGP demandent une action législative, un peu le changement de législation, une réforme législative. Et là, un peu tout simplement, le Parlement doit ou peut jouer un rôle fondamental pour avancer un peu l'ambition et la qualité de ces réformes. Et là, je partage l'exemple du Nigeria, où il y a un peu l'adoption de la législation liée à la transparence des propriétés réelles, ou d'autres sur le Kenya, Sri Lanka ou Paraguay, qui ont utilisé l'OGP pour pousser ou renforcer la législation liée au droit d'accès à l'information. Le deuxième un peu angle, c'est le oversight, c'est un peu le contrôle parlementaire. Et là, un peu le Parlement, en fait, si vous imaginez, il y a le gouvernement qui met en place un plan d'action national, mais un peu le Parlement peut jouer ce rôle de suivi et de contrôle de qualité du travail gouvernemental, qui est un peu complémentaire et ça respecte un peu le système de séparation de pouvoir. Et là, on a vu ça dans les pays comme le Kyrgyzstan, le Ghana ou le Libéria, où il y a formellement un rôle du Parlement pour faire le suivi de l'engagement du gouvernement sur l'OGP. En fait, the idea of oversight is this respecting the separation of powers, where we know today governments in OGP adopts national action plans, and the Parliament's role is to monitor and control the work of the governments of the implementation of those commitments. So in a way, each one is doing basically the government is executing the action plan, and the Parliament is controlling the work of the governments of related to OGP. And we saw examples of that in countries like Kyrgyzstan, Ghana, or Liberia, where the parliaments created formal committees to do this oversight. The third example, or third model, is the open parliament. And here we mean that the parliament as an institution becomes more open, the parliament becomes more transparent, becomes more participatory. And the idea is for the parliament to adopt an open parliament action plan. And we saw that in Estonia, where the parliaments created an online space for a legislative process, or in Chile, with a consultation on legislation with citizens. Alors, et la troisième dimension, c'est le concept du Parlement ouvert, où le Parlement peut adopter un plan d'action du Parlement ouvert, où le Parlement devient plus transparent, plus participatif. Et là, on a des exemples, par exemple, en Estonie, où il y a un peu une plateforme en ligne pour la transparence de tout le processus législatif, ou en Chile, où il y a une consultation publique lors du processus législatif, ou même le Maroc aujourd'hui, il a un plan d'action du Parlement ouvert avec des engagements sur le Parlement qui soit plus transparent et plus participatif. Alors, le quatrième angle, c'est un peu renforcer le dialogue. Et là, l'idée que le Parlement peut renforcer des dialogues sur des thématiques prioritaires pour renforcer un peu cet esprit de participation avec la société civile. Et là, je donne l'exemple de la Hollande où un peu le Parlement a joué un rôle sur le dialogue, sur la transparence des campagnes politiques ou campagnes électorales. And the fourth angle is related to fostering dialogue, where the idea that parliaments can strengthen dialogue through on thematic priorities. And here I give example of Netherlands that's created space for the civil society's discussion around
transparency of political campaigns during elections. So I'll stop here to see if there are any questions about the different roles that the parliaments can do in the OGP process. Je m'arrête là pour avoir des questions, des commentaires sur les différents rôles que le Parlement peut jouer sur le processus de l'OGP. So please, if you have any questions, kindly raise your hands. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez votre main. Si vous n'avez pas des questions, vous levez la main, ou comme ça, je sais que voilà, une question. Merci, juste une question par rapport au co-creation process. Lorsque le Parlement va lancer ce processus, est-ce que le gouvernement, en tant que institution publique et qui a une part de l'expérience tunisienne, un gouvernement qui a implémenté 4 plans d'action et en co-creation process pour le 5e plan d'action, est-ce que, comme vous savez, donc le Parlement tunisien n'a pas encore adopté son premier plan d'action, est-ce que le pouvoir exécutif peut jouer un rôle, même un rôle symbolique d'offrir un action session for MPs or facilitate this co-creation process? Est-ce que ça pourrait pas être une sorte de confusion entre le pouvoir ou le gouvernement a le droit de supporter le Parlement dans le co-creation process? J'espère que la question est claire. Non, c'est clair. Alors, je partage quelques exemples parce qu'il n'y a pas une réponse standard et ça dépend surtout de la relation entre le gouvernement et le Parlement. Alors, on a des exemples. Bon, je commence par le Maroc parce que un peu l'histoire, un peu la structure est similaire. Alors, le Parlement au Maroc, il était clair, on doit respecter la séparation de pouvoir. Et là, chaque institution doit créer son propre processus. Et là, on a le processus du Parlement pour la mise en place du plan d'action du Parlement. Et on a un processus parallèle du gouvernement pour la co-création du gouvernement. Ils sont séparés. Il y a d'autres pays où ils ont dit, OK, on va créer un comité de pilotage central et on invite le Parlement à intégrer ce comité de pilotage. Là, ça marche mieux quand il y a, par exemple, des engagements qui ont besoin et de l'action gouvernementale et parlementaire. Par exemple, si c'est le gouvernement qui va préparer un projet de loi, mais qui doit passer par le Parlement pour l'adopter. Et là, il faut commencer à ce concept d'État et pas seulement du gouvernement ou du Parlement. Alors, en fait, la recommandation de l'OGP, c'est qu'il faut s'adapter avec le contexte de chaque pays. Mais ce qu'on doit chercher aujourd'hui, c'est un peu renforcer le rôle du Parlement dans ce chantier parce que un peu c'est un acteur fondamental pour la réussite de ce travail. Just to translate the question, because I thought this is very important. So the question is, how do we deal with, basically, can governments help the parliaments to create their action plan? What's the relationship with the governments and parliaments? Would that create some confusion? And especially with respecting the separation of powers. So here I shared the question from Amal from Tunisia. So I shared the example from Morocco, which has similar structure. So in Morocco, there was two parallel processes. There was the governments who created their own action plan, consulted their own civil society, and then the parliament separately worked with their own action plan and consulted with civil society. So what we have at the end, Amal, we have a big document called the National Action Plan, with the first chapter called the Government's National Action Plan, and the second chapter called the Parliament's Action Plan, but with two different processes. And then we saw in other countries that they created one committee that has both the government and the parliament in the same committee. So the recommendation of OGP is we need to adapt to the context of every country, so separate countries, and adapt to that. Asma?
Thank you. Peut-être je veux ajouter peut-être sur l'historique pour le Parlement ouvert en Tunisie. C'est vrai que c'était une déclaration de Parlement ouvert durant 2019, oui, avec l'ancien Parlement. L'ancien Parlement, avant l'ancien Parlement, donc avant le Parlement de 2019-2021, donc. Et après, donc, c'était M. Moro qui a signé la déclaration et la lettre qui va envoyer à l'OGP international. Mais c'était après, durant la période de co-création et de choisir les groupes parlementaires que doit être dans ce groupe co-création et avec la facilitation de société civile. C'était le problème entre des organismes et des groupes parlementaires qui ont refusé peut-être d'être dans ce co-création, et il y a des complications entre des groupes parlementaires qui refusent l'appui international ou autre. Donc, on va peut-être voir maintenant avec le nouveau Parlement, et comme l'a déjà dit Tariq, je pense chaque pays, selon des problématiques peut-être politiques, entre guillemets, avec les parlementaires et aussi avec la société civile qui vont être dans le groupe de l'appui pour ce co-création. Voilà. Merci. Merci, Asma. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. I don't know if there are any more other questions or comments. Okay. En fait, just to go back, what is the value proposition of engaging the parliament? We need to think about it from three different angles. One is, as a parliament, it brings a new additional mechanism to have the voice of citizens and civil society. It's also a mechanism to keep updated with what the government is doing, and especially what the government is doing in OGP space, in open government space, and hold the government accountable to that. It also sets the standards to be a role model, the parliament as a role model of respecting those values. But also OGP is a global platform for like 70-ish countries, and it's a good space to peer learn with other countries. For the governments, for the executive branch, engaging the parliament can help to advance and accelerate the legislation process, to just create space to work together. It's also, you know where the budgets get decided, it gets decided at the parliament. So if we have the parliament engaged in this process, it also helps ensuring the resources when the decisions are around like the budget allocations. It also helps with the whole institutionalization of OGP, and we saw in different countries that we need, especially in our continents, we need to strengthen the institutionalization. And then with civil society, engaging the parliament definitely helps with the sustainability of all the work that civil society is advocating, through working with parties, understanding the political cycles, understanding well where the advocacy should be done, and basically just for civil society to be more strategic in its work, working with all different actors. En fait, juste pour reculer un peu, dire que la proposition de valeur, un peu l'importance d'engagement du Parlement dans le processus de l'OGP, on peut l'analyser de trois différents angles. Premièrement, pour le Parlement, pour qu'il soit un peu le modèle du respect du gouvernement ouvert, ça renforce les mécanismes de travail et d'engagement avec les citoyens et la société civile. Ça permet au Parlement de continuer à être à jour sur ce qui se passe au niveau du gouvernement, sur ce qui se passe au niveau des engagements du gouvernement ouvert, mais aussi, ça reste une plateforme internationale pour apprendre des expériences des pairs et aussi présenter l'expérience de son pays. Un deuxième angle, c'est un peu la valeur de l'engagement du Parlement pour le gouvernement, où en travaillant, en engageant le Parlement, on peut avancer un peu le travail, la réforme législative mieux. On peut assurer un peu l'allocation de budget, qui est toujours un défi, et on sait que le budget est voté au sein du Parlement pour assurer le budget nécessaire
pour assurer la bonne institutionnalisation de ces réformes et un peu tout ce processus de consultation. Mais aussi, si on l'analyse du point de vue de la société civile, l'engagement du Parlement assure la durabilité des réformes parce qu'on comprend mieux un peu le cycle politique, les acteurs politiques. Ils assurent mieux un peu pour la société civile. C'est un peu être plus stratégique pour réduire le coût d'investissement parce qu'on comprend mieux stratégiquement le rôle du Parlement, du gouvernement, quand est-ce qu'on s'engage avec un des acteurs, etc. Et là, on a parlé, on propose 3 modèles différents d'engagement du Parlement. C'est où le Parlement participe au plan d'action national du gouvernement. La deuxième option, c'est le Parlement met en place son propre plan d'action. Et un troisième modèle, une troisième forme, c'est le partage des expériences au-delà du plan d'action OGP. Et là, je m'explique. Là, un peu en fait, there are 3 models of engagement of the parliament that we can think of. The first model is today the government has a national action plan, and then the parliament engages on this government's action plan. The second model is the parliament itself creates its own open parliament action plan. And the third model is going basically beyond the action plan and really promoting openness in different spaces. So for the first model, which is like participation in a national plan, the idea is today the government sets a national action plan, and the parliament basically works, has a role on making sure that the accountability is set properly, that the legislation goes with them, so engaging on the success of the national action plan. The second option is the parliament itself decides to become more open by setting up their own action plan and setting up their own co-creation. And that's what we were discussing with the Tunisian example, is basically the parliament creates their own open parliament action plan. And the third model is basically going beyond action plans and just promoting openness. Pour aller plus rapidement, en fait, il y a 3 approches. La première, c'est l'engagement du Parlement dans le plan d'action du gouvernement, via un peu assurer le contrôle, le suivi, mais aussi faire la coordination des réformes législatives. Le deuxième, c'est un peu une introspection où le Parlement devient plus ouvert en mettant en place un plan d'action du Parlement ouvert qui est co-créé avec la société civile. Et le troisième modèle, c'est un peu aller au-delà des plans d'action et renforcer l'ouverture dans différents plans. Et là, je crois que je finis avec quelques exemples de ce qui s'est passé l'année dernière, en 2002. 2002, dans l'espace de l'OGP, le Maroc a adopté son deuxième plan d'action d'ouverture avec 7 engagements. Moi, je vais partager ce document avec les liens et les rapports. Il y a aussi la Slovaquie qui a adopté son plan d'action d'ouverture sur la transparence et l'engagement. La Croatie a fait aussi un plan d'action. La Latvia a fait un engagement lié à l'engagement des jeunes. L'Équateur a inclus un engagement parlementaire sur le plan d'action gouvernemental. Et là, tu voyais un peu l'architecture est différente des différents pays. La même chose pour le Paraguay et la Grèce. Je m'arrête là parce que je crois que ce sont beaucoup de détails. Je m'arrête là s'il y a des questions de le design, de l'architecture, de l'intégration ou l'engagement du Parlement avant de continuer. Please, if you have any questions, kindly ask. You can do that by raising your hands. And then he'll call you. So the fact that you're not asking questions is because you didn't understand, or you don't care, or you got it. Hello, please. I have a question. Yes. I have a question.
I have a question. Go ahead. Okay, I've looked closely at the three models that you just shared with us and read through what you have there. I'm interested for us in Nigeria. Looking at that process, it will seem that the parliament co-creating its own process would have been the best model that suits us. But I'm wondering that what are the processes therefore that as CSOs we can use to engage the parliament to encourage it along that path, if you might suggest or advise? Yeah, so the case of Nigeria is, Nigeria is one of like the champions of OGP, both in government and in local government. So I think it's the opportunity is there to create this bigger plan of saying open government at all the branches. So I think there is we can build advocacy around that for Nigeria. Also, the argument is the new strategy of OGP that I can also share, the 2023-2028 OGP strategy, kind of reinforce the message that open government should go at different levels, not only at the government, but really beyond, and especially for the parliaments. Now, for the parliaments, it's basically, I think, to be interesting to share with you experiences with the other countries, and especially the one that took this model too, which is like an open parliament approach. Maybe we can organize peer learning between the Nigerian parliaments and other parliaments where there is an affinity. And also for Nigerian civil society to start connecting with other civil society to start building this advocacy together. OGP is a good space actually to build this network, both for the parliament as well as for civil society. And it's a good place to share good practices. So if you are interested, it's something I can follow up with you after this meeting. Before you go, Tariq, I'm very interested. So how do I follow up on this, please? Very interested. I am not going. I'm staying with you, and you will be going, and I'm still here. All right. Okay. Do I follow through with Cynthia? Yes, please. Cynthia will share my contacts. Okay, that's fine. Thank you very much. This has been Itia from African Center for Leadership, Strategy and Development, Abuja. Thank you. Okay, thank you. Are there any more questions? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Okay, Tariq, I think you can continue. So I want to share with you, to conclude basically my presentation, I was going to show you like 4 moments that you may want to consider engaging. Pour finir, je voulais partager 4 moments cette année de 2023 où vous pouvez vous engager sur cette réflexion de l'OGP et l'engagement du Parlement. Le premier, c'est on organise en septembre cette année le sommet global de l'OGP. C'est un événement qui s'organise chaque 2 ans où on invite tous les acteurs. C'est un événement où on s'attend à quelques milliers de réformateurs, et au niveau de l'administration, au niveau de la société civile, au niveau des gouvernements locaux, au niveau du Parlement, pour un peu le partage de l'expérience et créer des nouvelles solutions à ces problématiques d'ouverture. So I would like to share with you some key moments for this year related to open government. The first one is the global summits that will be organized in September in Estonia. It's an event that is organized every 2 years, and it brings around like few thousand reformers, governments, from civil society, from the local governments, from the parliament, and it's a great opportunity to share the knowledge, the practices, and think together for new solutions of our challenges. The second moment that just happened actually, and it's happening every year, which is the Open Gov Week. Only a week during first week or second week of May, and we witnessed this year more than 1,000 initiatives in more than 50 countries that are basically initiatives from governments or from civil society on how to strengthen open governments in their countries. And I know, at least for the countries that are members of OGP, now it's becoming a tradition to organize initiatives during this week. Un deuxième moment qui vient de passer, c'est la semaine du gouvernement.
Cette année, on a témoigné, qui est normalement la première ou la deuxième semaine de mai. Cette année, on a témoigné de plus de 1000 initiatives qui ont été organisées dans une cinquantaine de pays par des gouvernements, par la société civile. Et là, j'ai vu que cette année, dans la région, pour les pays membres africains, tous les pays ils ont vraiment participé avec des initiatives très intéressantes et ça devient une bonne tradition pour notre communauté d'organiser ces événements dans cette semaine. Alors, le troisième moment que je voulais partager, c'est il y a la conférence globale sur la transparence de l'industrie extractive. Et là, ce sera la deuxième semaine de juin à Dakar, au Sénégal, pour la promotion de la transparence de l'industrie extractive. Here I would like to share also another opportunity that will be the conference, the EITI conference that will be in Dakar this year in June, which is a great opportunity for the whole community related to the transparency of extractive industry. And the last one is the PAGOV conference, which is like a conference of open governments for Francophone Africa, where we expect around 100 participants in July, also in Dakar, Senegal. And one of the key topics, and that's why I want to end with this, one of the key topics is how to strengthen open parliaments in the region. And we will have 3 dedicated sessions just to think of a roadmap for open parliaments in the region. Je voulais aussi finir par partager un peu qu'il y aura la conférence du PAGOF, qui est la conférence du gouvernement ouvert dans l'Afrique francophone, où on s'attend à des centaines ou une centaine de participants de l'Afrique francophone. Ce sera à Dakar aussi en juillet. Et une des thématiques un peu clés lors de cette conférence, ça va être le Parlement ouvert, où l'idée, c'est d'organiser 3 sessions dédiées à cette question du Parlement ouvert, avec l'objectif de commencer à développer une feuille de route pour renforcer le Parlement ouvert dans la région de l'Afrique francophone. Je m'arrête là. S'il y a des questions ou des commentaires, je suis à vous. So I'll stop here. If there are questions or comments, I'm here for you. Okay. Are there any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je suis à Mavi et du Togo. Et j'aimerais savoir si nous pouvons avoir la version électronique de cette formation que vous venez de passer. Merci. Oui, on va partager ça avec après. D'accord, merci. Je vous en prie. Is there any other questions? Okay, I would. Oui, j'ai une petite question. D'accord. Je sais pas où on peut aller. Je voulais savoir, pour les différentes conférences qui vont avoir lieu relativement donc à l'OGP, je sais que ça va être donc des rencontres avec des acteurs multisecteurs et donc qui va être accompagné d'importants partages d'expériences et de leçons apprises. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des conditions pour participer ou bien nous qui prenons part donc à ce panel en ligne, vous allez nous associer. Si je peux on peut en savoir plus parce que moi ça m'intéresse particulièrement, donc je pourrais voir comment peut-être m'organiser pour y participer. Allô? Oui. Bonjour. 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 Oui, c'est Roméo, du Togo. Okay. Merci beaucoup pour la présentation. Nous avons suivi avec intérêt les différentes parties de la présentation. Moi, j'aimerais revenir un peu sur l'expérience du Maroc qui a été partagée surtout
avec l'interaction de la société civile lors de la COVID-19. Nous savons que le Maroc est un royaume, mais nous voyons qu'il y a une très belle interaction entre la société civile marocaine et le Parlement ou le gouvernement. Qu'est-ce qui peut justifier cette interaction ou quelles sont les conditions qui ont mérité à ce que cette interaction puisse être effective au niveau du Maroc, contrairement à ce qui existe dans d'autres pays comme le mien où c'est vraiment difficile pour la société civile togolaise d'interagir directement avec le Parlement. Merci. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut... parce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas bien entendu la question. Oui. J'ai eu des difficultés pour entendre. Je ne sais pas que j'ai un problème de mon côté. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Il y a du bruit, il y a du bruit en sourdine derrière là-bas. Bonjour, j'ai une question par rapport aux conférences ou bien aux rencontres qui auront lieu dans les différents pays. D'accord. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour participer à ces conférences ou bien à des rencontres? Parce que je suis véritablement intéressé par la conférence sur les industries extractives parce que j'ai travaillé dans ce domaine et je voulais avoir les conditions. Merci. Mr. Tariq, did you get a question? Yes. So there was one question that said... Roméo, oui. Oui, merci. Je disais entre-temps marquer ma satisfaction par rapport au compartiment de votre présentation qui sont très intéressantes. Mais j'aimerais revenir en arrière par rapport au partage d'expérience, ce que la société civile a pu faire en interaction avec le Parlement marocain. Si nous considérons ce pays comme étant un royaume et que vraiment on sent qu'il y a vraiment cette ouverture du Parlement vers la société civile, ce que nous ne constatons pas tellement dans certains pays qui se disent démocratiques. Mais quels sont les facteurs qui ont milité à ce que cette interaction entre la société civile et le Parlement marocain puisse être effective? Parce qu'actuellement, dans notre cas d'espèce, c'est un peu compliqué au Togo, à la société civile, d'interagir avec le Parlement. J'aimerais que vous puissiez nous donner quelques pistes pour que nous puissions au Togo voir comment nous pouvons nous prendre pour interagir. Merci beaucoup pour la question. Okay. Mr. Tariq, would you want to take another question before you proceed? Sure. Should I answer the questions? Okay, yes. Yeah. So first alors pour répondre à les questions à la participation aux événements, je peux partager un peu les liens des événements, surtout de l'industrie extractive qui sera à Dakar le 12 juin. En fait, je peux le partager même ici. Non, je le partage par email avec Cynthia plus tard. Et en fait, il faut s'enregistrer à l'événement. Et là, c'est juste, il faut s'enregistrer en amont pour recevoir l'invitation. Et la même chose pour la conférence de l'Estonie, le sommet global de l'Estonie. Il y a un site web pour s'enregistrer. Une fois que vous vous enregistrez, vous recevez l'invitation. Un peu, c'est une invitation pour participation. Ça n'inclut pas la prise en charge, bien évidemment. Pour la question sur un peu quels sont les facteurs, c'est une question un peu, il faut faire une réflexion. Mais je crois, à mon avis, la discussion, c'est un peu l'OGP. L'OGP permet une nouvelle relation entre le Parlement, en fait, entre les institutions publiques et la société civile.
parce qu'on parle d'une relation de dialogue plus qu'une relation de plaidoyer. Et quand on parle de dialogue, ça veut dire qu'on s'assoit et on cherche un peu comment faire des améliorations qui ne sont pas parfois parfaites, mais ça permet d'aller en avant doucement. Et là, j'aimerais partager, si vous me donnez une minute, je partage un peu le plan d'action du gouvernement marocain. Je vais partager l'écran, juste pour vous donner un exemple très concret de qu'est-ce qu'on dit par Parlement ouvert au Maroc. Parce qu'un peu, oui, il y a un plan d'action, mais on peut dire que le plan d'action est aussi améliorable. So I'm just translate this in English. So for the participation of for the events, so I will share with you the link to register for the events for the AITI, for the extractive industry, and the link to register for the OGP Summit in Estonia. So basically, those are websites that are public. The participants need to register and they receive an invitation, and that's how you participate. I mean, it's an invitation. It's not mean that you're going to receive funding for this, because that's a separate discussion. For the question related to how we can have a healthier relationship between the parliament and civil society, I said we just need to understand that civil society, that's OGP open space for a different relationship between governments and civil society. It's not just doing advocacy, but also it creates a spaces for dialogue and for agreements and consensus building, which is a new type, it's a new culture. And here I wanted to share the example of the Open Parliament Action Plan of Morocco, just to show you like what exactly we're talking about. But it also shows you that even that action plan is something that needs to be improved. So if you go to the website of OGP, you can go and click on like different members, and you have a page per country. This is the page for Morocco. And then you go to latest action plan. Alors, si vous allez au site web du OGP, c'est opengovernmentpartnership.org, il y a une page pour chaque pays. Et là, on trouve dans par exemple la page du Maroc, l'espace pour le plan d'action. Alors là, dans le plan d'action, on a, en fait, si vous voyez, il y a le plan en anglais, en français et un peu le plan d'action originalité en arabe. Il a été révisé par un peu l'annexe du plan d'action du Parlement. C'est pour ça qu'on a un peu revised. If you go here, you find action plan of 21-23. You find them in 3 languages, English, French, and the original one, the official one, was in Arabic. And then it was revised by adding the Parliament's action plan. So if we go to the English one, so you find like a big PDF file. It's opening, hopefully. So you find like OGP 2021, and the second part is the action plan of the House of Representatives from September 22 to December 23. And here you find the first part is the action plan. This is the government's action plan, right? And if you scroll down, all the way down, I'm gonna go down. Let's see. Okay, this is the House of Representatives action plan. And then you have like a commitment one, consolidated partnership with societal actors to entrench democratic culture. And comme vous avez vu dans le document, il y a une première partie qui était le plan d'action du gouvernement. Une deuxième partie, c'est le plan d'action du Parlement ouvert. Et là, on a des engagements. Par exemple, le premier engagement, c'est renforcer le partenariat avec les acteurs sociétaux pour renforcer la culture démocratique. Et on adopte une structure qui représente, c'est the first core, first house, c'est quoi le problème, c'est quoi la solution, etc. Mais surtout, on s'intéresse surtout excusez-moi, au programme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont organiser telle réunion dans telle date à telle date. So we go, for example, there is an exact planning of what they will do. This is basically the action. This is the start date. This is the end date. And it goes like this. And who's the contact? Who are the partners? And here, for example, you find like either international partners or even civil society partners. And it goes like this. This is the second commitment, same thing. Comme on a vu, c'est une structure un peu rigide. Il y a par exemple dans la structure, on parle de la date de début, la date de fin de chaque action. Et là, par exemple, dans le cas du Maroc, le Parlement marocain, il y avait 7 engagements.
on a vu le premier one sur le renforcement de la culture. Il y a un deuxième sur le Parlement de proximité. Same thing, like it basically explains how it's like exactly what's the plan for the next 2 years. This is how to open the parliament to the public, basically how citizens get inside the building of the parliament. So it's not a black box. So cet engagement sur ouvrir le bâtiment du Parlement pour le public, pour les jeunes, pour les étudiants, pour qu'on ne parle pas d'un bâtiment qui est fermé. Fourth one is about e-parliaments. Un quatrième engagement, il est lié au Parlement électronique et comment utiliser un peu les canaux digitaux pour le dialogue avec les citoyens. Fifth one is about like involving citizens in the control and the legislative and the evaluation process. Alors, c'est le cinquième engagement, il est lié au engager le citoyen dans le processus parlementaire, le contrôle parlementaire, la législation et l'évaluation. Et là, vous pouvez rentrer et voir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, un peu quelles sont les actions qu'ils vont faire et la date de début, de date de fin. Go quickly. Sixth one is like a thematic summer camp, so to promote democratic values. Et l'idée ici, c'est organiser des camps d'été pour la promotion des valeurs démocratiques chez les jeunes et les enfants. Et last one is des forums de proximité pour l'exercice législatif. So basically, last one is creating legislative, basically for engaging citizens on drafting legislation. I'm just sharing this as examples. Je partage ça comme exemple, mais je sais qu'il y a d'autres exemples à l'international. C'est juste que vous avez mentionné l'exemple du Maroc. Okay, merci. I see 3 hands raised. J'ai vu Monsieur Charles et Olivier. Si vous avez déjà posé votre question, s'il vous plaît, baissez la main. Mais si vous n'avez pas... Charles? Oui, allô? Oui. Vous me recevez? Oui. D'accord, donc bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Donc, j'avais une question. Aujourd'hui, en fait, pour le cas du Burkina, nous traversons une situation assez particulière. Quelle stratégie on peut mettre en place pour l'ouverture parlementaire et aussi l'inclusion en fait des jeunes dans tout ce qui est processus parlementaire en fait? C'était ça ma question. Et merci pour la présentation, M. Tariq. Okay. Mr. Tariq, can we take a second question? Or you want to answer this? No, go ahead. Let's get to all the questions. Okay. Olivier, vous avez la parole. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, oui, je vais revenir sur la participation citoyenne. Alors, il faut dire que chez nous au Burkina Faso, nous avons de très beaux textes qui, en tout cas, régulent ou bien réglementent la participation de la population, notamment au suivi des politiques publiques. Cependant, on remarque que l'autorité, en tout cas les élus, ne font pas assez d'efforts pour inciter les populations au suivi des politiques publiques. C'est plutôt les OFC qui essaient, en tout cas, à travers des actions de sensibilisation ou d'autres activités, de motiver ou bien d'inciter la population au suivi de ces politiques publiques, ou même souvent d'amener les autorités à faire des actions de redevabilité. Par exemple, chez nous, moi je suis du palais citoyen, on a beaucoup d'activités qui entrent en tout cas dans le cadre de la participation citoyenne, notamment de la jeunesse. Mais devant nous, on ne sent pas l'effort en tout cas des gouvernants à nous aider à mobiliser les jeunes, notamment pour le suivi de la gestion de la chose publique. Souvent même, c'est comme s'il y avait une adversité entre nous. C'est comme s'ils ne veulent même pas que les gens s'intéressent à leur gestion. Donc, nous avons ce petit problème-là, mais nous essayons en tout cas de faire ce que nous pouvons.
Et à notre niveau, nous avons plusieurs projets que nous avons conduits, notamment entre 2017 et 2019, on a conduit un projet qui s'est appelé Alliance parlementaire de la jeunesse, où on a pris certains jeunes qu'on envoyait au Parlement, qui ont vu comment ça fonctionnait, le rôle du député, c'est quoi, comment les lois étaient votées. Et c'est un projet qui a porté beaucoup de fruits. Donc, en dehors de ça, on a d'autres actions que nous menons comme des actions de sensibilisation à travers, par exemple, des concerts meetings où on incite les jeunes, par exemple, à aller suivre le conseil municipal dans leur arrondissement ou même à aller aux sessions du Parlement. Et nous avons également des activités de formation que nous faisons à l'endroit des jeunes et des femmes pour leur montrer en tout cas et les outiller à comment est-ce qu'eux-mêmes en tant que citoyens, ils peuvent participer à la gestion de la chose publique à travers la participation citoyenne. Donc, si on pouvait faire beaucoup d'efforts pour que les autorités s'intéressent plus et s'impliquent vraiment à ce que les populations s'intéressent à ces choses-là. Même pendant les élections, on voit rarement même les partis politiques aller vers les populations pour les encourager à s'inscrire, par exemple, sur les listes électorales. Ce qui n'est pas normal. Je pense que ça, c'est de leur rôle. Mais c'est encore nous, la société civile, que nous retrouvons sur le terrain pour inciter les gens à s'inscrire sur la liste électorale pour aller voter plus tard ces mêmes politiciens, alors que eux, ils ne font pas grand-chose là-dessus. Pourtant, c'est leur rôle. Donc, voilà un peu l'expérience que je voulais partager. Merci beaucoup. OK. I also see, je vois Madame Bernadette aussi. Allez-y, s'il vous plaît. OK. Allô, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Moi, mon intervention là est relative à la formation prévue pour Dakar en juin 2023, le 12 juin. Est-ce que ça sera possible de pouvoir suivre ça en ligne ou bien c'est obligatoirement en présentiel? D'accord. Okay. Mr. Tariq? Merci. En fait, sur la question, je commence par la dernière question sur un peu, je crois que la rencontre de Dakar sera en présentiel, malheureusement. Il n'y aura pas de support en ligne. Okay. Sur la question de Burkina Faso, on doit être très clair que c'est un peu ce changement de gouvernement ouvert, c'est un chantier difficile et c'est un chantier de changement de culture. Ça ne va pas être mené rapidement et ce n'est pas une chose qui va être automatique, parce que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un changement de comportement des décideurs, élus ou administrations, et changement de comportement de la société civile. Et c'est beaucoup de travail. Et là, je comprends que voilà, parfois, on est devant une administration qui n'accepte même pas, ou même des élus qui n'acceptent pas que on gêne leurs autorités, etc. Alors, il faut comprendre que le rôle là de la société civile est un peu fondamental pour vraiment réussir le défi. Sur ta question, Charlie, de qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu voir comment engager le Parlement, c'est un défi, mais je partage quelques exemples que j'ai vus dans d'autres pays. La société civile, je sais que par exemple la communauté de la société civile au Burkina, elle est active et ça serait intéressant lors de l'organisation de vos événements, vous inviter des parlementaires ou l'institution du Parlement. Comme ça, on renforce un peu la sensibilisation et la connaissance sur ce chantier. Comme ça, on commence déjà par un premier volet de sensibilisation. Une deuxième piste, ce qu'on a vu par exemple l'année dernière à Marrakech au Maroc, il y avait la conférence de l'Afrique et Moyen-Orient du gouvernement ouvert de l'OGP, et il y avait l'organisation un peu de la journée du Parlement ouvert avec la participation d'une quinzaine
de parlements dans le continent. Et là, c'était le moment pour plusieurs parlements. Une fois, c'était une rencontre internationale avec beaucoup de visibilité. Et là, plusieurs parlements, ils ont compris que c'est un chantier très important. Il y a beaucoup de pistes de travail et ils se sont engagés à s'y mettre. Et là, un peu, l'idée, c'est un peu utiliser ces moments un peu à l'international ou des moments où on peut intégrer ou inviter ces parlements à savoir davantage. Et là, un peu, par exemple, ce qu'on espère lors de la rencontre prochaine à Dakar, c'est un peu comment engager notamment le Parlement du Sénégal et le Parlement du Côte d'Ivoire dans cette dynamique. La troisième piste, les plus humaines, c'est est-ce vous pouvez trouver des champions, des personnes, des parlementaires qui y croient à la promotion de la transparence et la participation. Et là, j'ai vu dans plusieurs pays, on commence par créer des petits comités parlementaires qui lancent un peu cette réflexion au sein du Parlement. Et ce comité, un peu, ce sont les champions qui peuvent pousser toute la dynamique dans des différentes dimensions. Je voulais juste partager quelques idées, mais je suis sûr qu'il y a d'autres techniques qu'on peut explorer ensemble. Okay. All right. I think there are no more questions. Nous avons déjà dépassé la review. Donc, so Eric, you can launch the Zoom polls so that we can answer the questions immediately before we take that group picture that we want to take. S'il vous plaît, il y a un sondage sur l'écran. Vous pouvez répondre à ça. On va vous donner 1 minute pour faire ça. Tout le monde, s'il vous plaît. Le sondage sur l'écran. Oui, c'est sur l'écran. Moi, je ne vois pas. Et puis, je voulais intervenir, mais bon. OK, vous pouvez faire ça après le sondage. Pour faire revenir le sondage, on pourra voir. Moi, je ne vois pas sur mon écran ici. So, Eric, le formulaire. Vous pouvez envoyer le sondage pour qu'on puisse voir, parce que nous... Eric, can you launch it? I think it's already launched. I can see it. All right. Cynthia, it's launched, but it needs to show how to answer the question. Is it just to tick the box? Because it's not speaking to the skill that some of the questions have. Okay, so Eric, can you please do that quickly? How can we answer the questions, please? Because I'm also trying to answer, and it seems... Yeah, so Cynthia, I guess what we could probably do is send a quick, because it's supposed to have some options to choose from. So perhaps after here, we'll send a quick survey so that we can all answer. I think that would do. Yeah. Okay. We wanted to go in person, but I think that is a perfect plan. So I think we can turn on our videos. Nous voulons prendre une photo en groupe. S'il vous plaît, allumez votre vidéo. Ben, can you please do us the honors of taking us the pictures, please? And we have some smiles. Ben, hello, Ben. All right. Hello, Ben. Yes. Okay. This is it here. I just would like to have a personal conversation, whether you're seeing me. Yes, it's here. Let's talk. Let's talk about the program. Yes. Can you see me? No, we can't.
Okay, Ben, are you done? Yes, I'm done. Yes. All right, thank you. C'est fini maintenant, on peut continuer. So I'll invite Ben, qui va donner le remarque, the final remarks. Pour les participants francophones, choisissez l'interprétation et vous pouvez écouter ça en français. Merci. Okay, thank you very much, Cynthia, for the moderation. And also thank you very much to Tariq for the wonderful presentation. I think this has been a very insightful presentation for those of us who may have very little understanding of how OGP works, how Open Parliament also works. I'm sure this presentation has done a lot of good to set some of the things that you may be wondering how to do them in place. I mean, the presentation touched on the eligibility criteria. If your country is not yet in the OGP partnership, how do you ensure that it becomes part, or how you are even engaging your government or parliament? What are some of the criteria? And amongst the list, you could see budget transparency, access to information, asset declaration, and all of these requirements that your country is supposed to have. Again, how OGP works, I mean, it's very clear that we all work together. At a point, you know, the consultation begins, and after the consultation, the commitments are now, you know, agreed upon, and the implementation. After implementation, now we evaluate to see how your country is faring and all of that. And then finally, Tariq also helped us to know how parliaments can engage, right? So what are the actions that parliaments can take? How do parliaments ensure that they are overseeing the commitments of governments to ensure that countries are performing or are implementing their commitments as they've put up in their action plans? And then also, even Parliament itself can implement or set for itself action plans that it can implement along the line, and then also evaluate or monitor itself. I mean, finally, we got to know about the models of engagements, and 3 models of engagements that you can use to, you know, be part of the OGP process, can use to be part of the Open Parliament process and all of that. So for me, I've actually refreshed myself. I've learned a lot from this presentation, and I hope that you have also done same. And we are very much happy that you're able to join this conversation. As you may be aware, this is part of a series of conversations that we are having for PMOs in Africa. And we are happy to see our brothers from, I mean, the Francophone, Anglophone, and even from Tunisia and all of the places joining us here. We are very happy to see you here. We'll be having subsequent ones. And so definitely, once you registered, we'll be sharing with you the subsequent trainings that we'll be having, and hopefully you can also join to learn. This training will be posted on our YouTube channel and our Facebook or our social media platform. So please do well to follow us so that you also don't lose out on any announcements on the upcoming trainings and all of that. And so finally, thank you very much for joining. Hope to see you another time. Okay, thank you very much, Ben. J'aimerais indiquer que comme il a déjà dit, on va partager également avec vous quelques questions à répondre. Donc, si vous avez ça, il faut répondre à ça. Merci. Yes, we'll be sharing with you some questionnaires or some questions for you to answer. Please, when we send them, do well to respond to them. And thank you very much. And thank you, our facilitator. Those who have questions, you can send them to me because time will not allow us to take other questions again. We can have further engagements after this. Si vous avez des questions, il faut me donner ça ou bien n'hésitez pas à me faire part de ça. On va engager après cette formation, s'il vous plaît. Il n'y a pas de temps pour répondre à d'autres questions aujourd'hui. Merci. So would
engage again in our next, we'll see each other again in our next training. Thank you very much. Enjoy the rest of your day. Thank you very much. Bye-bye. Well, Bye. goodbye. Thank Have you a very nice much. day. Bye. Okay.